Bienvenue à l'épisode 46, Inspiration Santé, présenté par Tim Boileau. Aujourd'hui, je jase avec mon coach de triathlon, Joël Blanchard, qui est physiologiste à l'Université d'Ottawa, qui est un grand passionné de sport d'endurance. Présentement, je suis en préparation pour le demi-Ironman de Tremblant. J'avais moi-même beaucoup de questions, puis certaines inquiétudes, car on parle souvent de volume, de performance, de discipline. Mais moi, je voulais comprendre comment on peut s'entraîner intelligemment sans se détruire. On va aborder la réalité à l'arrière de la préparation du demi-Ironman parce qu'on sait que ça demande beaucoup de temps. Et je trouve qu'il y a quand même un impact sur la vie personnelle, il y a de la fatigue, mais aussi est-ce que c'est possible de structurer un entraînement pour progresser puis rester en santé autant physiquement que mentalement. C'est une discussion qui est vraiment concrète, autant pour les athlètes d'endurance que pour ceux qui jonglent avec des objectifs ambitieux et une vie remplie. Alors, que tu sois intéressé par le sport d'endurance, le trail, la course à pied, le marathon, c'est un épisode qui va vraiment t'intéresser. Bonne écoute! Hey, bonjour Joël, bienvenue à Inspiration Santé. Yes! Mon podcast présenté par Tim Boileau. Mm-hmm. C'est-tu ton premier podcast? Non, je ne pourrais pas dire combien, mais c'est pas mon premier. Non? Non. Donc là, aujourd'hui, premièrement, tu es mon coach de triathlon. Mm-hmm. Donc, il y a plein de gens que j'ai parlé de toi, fait qu'ils vont pouvoir enfin le mettre un visage sur ton nom. Tu es physiologiste de l'exercice, professeur, on peut dire, professeur à l'Université d'Ottawa ou? Ouais, ben tu sais, je suis physiologiste de l'exercice à l'Université d'Ottawa. Je suis pas nécessairement professeur, mais j'enseigne dans le laboratoire tout ce qui est plus l'aspect pratique, donc application de ce qu'ils apprennent en salle de classe. Tu te spécialises, on peut dire, comme outre que l'université, tu te spécialises dans les sports d'endurance, puis t'aimes coacher, puis aider les gens là, à travers, là, que ce soit le vélo, la course. Toi-même, tu pratiques là, le vélo? Absolument. C'est course, vélo, triathlon, ski de fond aussi, qui est une autre discipline, mais oui, mais effectivement, c'est le mode d'entraînement que j'utilise le plus couramment à travers l'année. Est-ce que tu entraînes comme d'autres disciplines que le triathlon ou c'est vraiment comme cette discipline-là que tu te perfectionnes, si on peut dire? Non, mais je dois dire que le triathlon, c'est probablement ma clientèle qui est la plus populaire. Ça, c'est sûr et certain, mais j'ai des cyclistes, j'ai des coureurs en trail, coureurs en route, pardon. Aussi, Motrix, ma compagnie, a aussi un club cycliste, donc on est très diversifié, mais comme tu as bien dit, c'est uniquement du sport d'endurance, la spécialisation dans laquelle on travaille. Donc ça, c'est bon parce que Tim Boileau, on est vraiment comme plus impliqué avec le IROX depuis les 2 dernières années. Puis il y a un volet course parce que 60% de la discipline, c'est de la course à pied. C'est à peu près. Fait qu'on a commencé à faire des plans de course, mais spécialisés IROX. On ne fait pas de plan pour demi-marathon, marathon. Comme on peut en faire, mais c'est pas comme le gros de ce qu'on fait de notre travail. Puis, on a beaucoup de clients aussi qui veulent faire la course en trail. Fait que ça, c'est bien si jamais il y a des gens qui veulent se préparer pour une course ou avoir un plan de course, ils peuvent te contacter aussi parce que dans la région, il n'y en a pas tant que ça. Absolument. Puis, tu sais, je pense qu'une chose que les personnes doivent comprendre aussi, réaliser que, tu sais, s'ils font de la trail, c'est pas grave s'ils font 5 km, 10 km et tout ça. On peut quand même avoir un encadrement spécialisé dans le domaine de la trail, même si on ne fait pas les distances de 100 km et plus, là, comme certaines personnes. Mais oui, effectivement, ceux-là qui voient une possibilité de s'entraîner plus sérieusement en trail, peuvent nous contacter sans problème. Là, aujourd'hui, on va parler de s'entraîner intelligemment sans se détruire. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont soit déjà fait un 51-50, demi-Ironman ou Ironman ou une autre discipline comme l'ultra trail ou des ultras, des longues épreuves d'endurance, ils peuvent comprendre qu'il y a une programmation qui doit être stratégique. Pour être moi-même maintenant là, dans le triathlon depuis 2 ans, puis d'embarquer là dans la préparation, depuis moi, j'ai commencé comme en septembre, tranquillement. Puis là, j'embarque encore plus. Je trouve ça extrêmement exigeant. Ouais. Puis, c'est sûr que l'année prochaine, j'en fais pas un autre. Peut-être aussi avec comme mon mode de vie et tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus demandant que j'avais pensé. Mm-hmm. Toi aussi, t'en as fait. T'as des jeunes enfants et tout ça. Fait que tu sais aussi qu'est-ce que ça prend comme engagement. Fait que tu le coaches, mais tu es capable de comprendre aussi la réalité de...
Absolument, tu sais, c'est sûr que comme des fois, le monde se dit, ouais, mais faut trouver où le temps, tu sais, je suis comme, ouais, tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai mon travail, j'ai la business, j'ai ma conjointe, j'ai la maison, puis je dors, puis tout ça, mais c'est, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être très demandant, tout dépendant c'est quelle exigence qu'on se met, puis c'est quoi nos objectifs. Mhm. C'est sûr que si on a des objectifs plus compétitifs, plus sérieux, ben ça prend du temps, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, je sais plus quoi faire. Mais je peux comprendre que oui, effectivement, c'est une discipline, surtout le triathlon, les plus longues distances, qui prennent beaucoup de temps dans le calendrier, dans l'horaire, ça c'est sûr. Aussi, je trouvais important de dire le faire comme sans La blessure, ça peut venir. Là. Fait qu'on peut pas se péter après, c'est comme une autre chose d'être démoli. Mhm. Mais le fait d'avoir un entraîneur, ça nous permet de pouvoir être bien structuré puis éviter certains désastres là, comme au niveau des blessures. Ah ben c'est certain, tu sais, c'est sûr que quand on a quelqu'un qui est spécialisé en physiologie de l'exercice, qui comprend comment que les différents systèmes énergétiques fonctionnent, donc comment qu'on produit l'énergie, ben ça nous aide aussi à nous orienter sur qu'est-ce qui est trop. Ça, c'est une affaire qui est importante parce que des fois, quand on s'écoute, on ferait tout le temps. Tu sais, on serait là, puis on est comme, ben là, aujourd'hui, je l'ai, puis let's go, puis on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Mais finalement, d'avoir quelqu'un qui fait comme, ah ben, sais-tu quoi, aujourd'hui, peut-être pas. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que dans mon intervention, autant qu'il y a des personnes qui cherchent cette motivation-là, ben, principalement chez la clientèle avec qui je travaille, euh, quand il y a du monde qui coach, ben, leur clientèle, les coachs sont là pour les pousser à s'entraîner davantage. Comme je suis là pour augmenter ton nombre d'heures d'activité physique. Puis où est-ce qu'on. Avec Motrix, avec ce que je fais, ben c'est pas rare que moi je suis dans l'autre aspect. Puis je suis comme là, aujourd'hui, il va peut-être falloir faire attention. Parce que si tu continues comme ça, ben, tu vas te fatiguer et tu vas en faire trop. Mhm. Fait que c'est une drôle de dualité, puis c'est une réalité qui est complètement différente d'arriver et de te dire non, il faut vraiment trouver l'équilibre là-dedans. Et d'en faire trop, ça peut, comme tu as dit au début, ce qui peut entraîner des blessures et des complications, ça c'est sûr. Parce que le triathlon, là, on peut le dire, toi, tu peux. Moi, je connaissais pas, je savais c'était quoi le triathlon, mais si on retourne 10 ans, passé, c'était pas populaire comme là. Oh non. Comme je veux dire, le monde, tu regardais quelqu'un qui dit je vais faire un triathlon, puis c'est comme, c'est un alien, là, comme, oh, ouais, wow, maintenant, on dirait que c'est plus accessible, plus normalisé, moins comme une épreuve de fou. Mhm. Donc, plus populaire, plus accessible, donc les gens le font peut-être sans être préparés. Qu'est-ce que tu pourrais dire que, ça serait quoi l'erreur que les gens font? Ils sont full motivés, ils veulent commencer, ils veulent faire un triathlon. Oui, c'est ça. Ben, comme avant de passer là-dessus, tu as raison. Là, mais tu sais, la raison pour laquelle le triathlon, une des raisons qui peut expliquer que le triathlon s'est rendu tellement populaire, c'est que ben, pendant la COVID, on savait pas quoi faire. Il y a plein de monde qui ont commencé à courir, il y a du monde qui ont commencé à faire du bicycle. Puis là, ils se sont dit, c'est bien le fun, ça. Puis ben, tant qu'à faire, je vais apprendre à nager, puis je vais faire du triathlon. C'est pour ça qu'on a un essor au niveau des sports d'endurance. Mais effectivement, ça vient avec une problématique parce que pour la première fois, le monde, il s'entraîne pendant des heures en continu. Fait qu'il s'entraîne, puis il trouve ça cool. Mais l'erreur que la plupart du monde fait, puis c'est ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est que avec chaque entraînement, ben, il faut se reposer. Il faut se récupérer. Il faut être sûr d'être bien récupéré avant de faire ses entraînements. Puis autour de ça, ben, c'est que les personnes ont vraiment l'habitude de. C'est le cadre de l'entraînement habituel, c'est que l'entraînement est supposé être difficile. Chaque entraînement est supposé être difficile, puis il faut pousser, puis il faut pousser. Mais quand on est dans un esprit de triathlon, de sport d'endurance, parce qu'on fait plusieurs heures d'entraînement, ben oui, il y a des entraînements qu'on finit, puis on est comme ah ben j'aurais pu faire le double, j'aurais pu faire le triple. Mais c'est normal, parce que demain est une autre journée. Tu sais, demain, qu'est-ce que tu as demain à l'horaire? Ah, demain, c'est un entraînement difficile. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'était supposé être un entraînement facile pour que je sois capable de compléter de façon optimale mon entraînement de demain. Fait que tu sais, c'est que le monde, des fois, ils vivent beaucoup dans le moment présent puis ils disent « J'ai des jambes aujourd'hui, je vais pousser même si c'est un entraînement facile que j'ai à faire. » Mais non, parce que la raison pour laquelle il est facile, c'est parce que demain, risque d'être plus difficile. Je pense que ça doit dépendre des types de personnalités aussi. Parce que, comme, mettons, une cliente comme moi, c'est pour ça aussi que je suis venue te voir, pour avoir un barème, une structure, un encadrement, dire là, tu fais ça, t'en fais pas plus. Puis là, je sais que. Parce que sinon, aussi, j'ai dit, il faut tout le temps être intense, intense à tous les jours. Puis un moment donné, ça s'apprend. Là. Tu finis qu'apprendre que c'est pas tout le temps du zone 4. Puis plus j'apprends, zone 2, c'est super bénéfique. Puis il y a des entraînements qui sont plus courts, plus longs. Mais il y a des personnalités qui vont en faire le moins que possible. Fait que eux, c'est moins dangereux, mais c'est les intenses. Souvent, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de coach, qui vont tout faire puis qui ne se rendront pas au jour J,
parce qu'ils vont être pétés. Tu sais, c'est sûr que, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais quelqu'un qui le fait tout seul à 25 ans puis à 40, est-ce que selon toi, il y a une différence sur la tolérance de la surcharge puis tu sais, le risque de blessure? C'est sûr que comme il y a plusieurs éléments à prendre en considération là-dedans. Là. Ça dépend c'est quoi sa génétique, ça dépend c'est quoi son fibrotype. Il y a plusieurs éléments très techniques à prendre en considération entre 25 et 40 ans. Puis ça dépend aussi, c'est quoi la charge de cette personne-là de 25 ans versus c'est quoi la charge de cette personne-là qui a 40 ans au-delà de l'entraînement. Moi, je me rappelle quand j'avais 25 ans, j'étais encore à l'école, puis je pouvais m'entraîner, étudier, dormir, puis faire ça amplement. Rendu à 40 ans, plus grandes sont les chances que tu as plus de responsabilités à la maison. Peu importe que tu as une maison ou non, mais tu as des dépenses, tu as tes voitures, tu as peut-être des enfants en charge, ton travail à temps plein, etc. Qui fait que comme tu as peut-être moins d'espace pour t'entraîner à une aussi haute intensité, considérant que tu as plein d'autres responsabilités puis tu as plein d'autres éléments qui peuvent te fatiguer. Quand tu as 25 ans, les chances sont, puis je ne veux pas trop généraliser, mais les chances sont que tu as plus de temps à toi pour récupérer puis te dire comme j'ai pas autant d'obligations. Fait que de façon générale, pour répondre à ta question, je pense que oui, quelqu'un qui a 25 ans a moins de risques de se blesser à travers cette mentalité-là de je pousse. Puis c'est d'ailleurs pour ça, des fois, qu'on voit des personnes puis on l'a sûrement déjà entendu, puis moi je l'entends comme moi, quand j'avais 25 ans, j'étais capable de faire ça, puis oui, mais t'as plus 25 ans. Exact. Comme à un moment donné, t'as plus cet âge-là, la réalité t'a rattrapé. Puis c'est pas parce que on peut parler de ah ouais, mais on vieillit, on a le phénomène de sarcopénie, de diminution de la masse musculaire, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Oui, mais aussi, on dirait que pour une raison X, il y a moins d'heures dans une journée. Tabarouette! La fille vient de faire le café. OK, je t'envie. Je sais pas ce qu'il y a dans ton café, mais là, ça n'a pas passé, là. OK, je t'envie, on continue. Mais tu sais, c'est ça, c'est que comme on l'entend souvent, là, moi quand j'étais jeune, j'étais capable de faire ça, puis c'est pas nécessairement le phénomène du vieillissement, c'est juste que comme on n'a plus d'espace pour s'entraîner autant, on n'a pas de temps pour récupérer autant, puis tout ça, fait que ouais, bref, je reviens là-dessus, là. Là, c'est mon erreur des fois, je déblatère, je parle beaucoup, là, mais c'est de se dire que ouais, à 25 ans, on n'a pas tant de responsabilités, on a le temps de récupérer, puis à 40, peut-être plus. Donc, il y a comme tous les stresseurs de la vie aussi Ouais. qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, ce que je réalise, c'est qu'à mon âge, je sens pas tant que je peux pousser la machine comme je la poussais à 25. C'est plus ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des catégories d'âge avec qui tu compétitionnes. Ouais. Je me verrais mal compétitionner avec la catégorie des 25 ans. Ouais, tu sais, mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que comme on voit, n'est-ce pas, en endurance, on a ce phénomène-là de la pyramide au niveau de la performance puis les meilleurs temps. Puis tu sais, là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les résultats de façon assidue, mais les 25-29 ans, c'est pas les personnes les plus performantes. C'est 30-39, hein, Euh, c'est ça? 35-39, c'est une grosse section. Puis tu sais, au-delà de la... Chez l'homme, on atteint comme la maturité au niveau musculaire dans les début trentaine. La femme, il faudrait que je revérifie, mais c'est pas mal dans ces eaux-là. Mais tu sais, c'est de se dire que comme c'est le parfait équilibre entre j'ai de l'argent pour m'entraîner, j'ai du temps pour m'entraîner, j'ai peut-être pas d'enfant. Puis là, c'est comme ce moment-là que comme entre 30, 34 ou 35, 39, toutes les étoiles sont un peu alignées pour perfectionner. Puis je suis juste équilibre entre j'ai de l'argent, j'ai pas trop de responsabilités, j'ai pas atteint mon. J'étais encore peut-être dans mon pic avant que ça soit ma déchéance physique, tu sais, entre guillemets. Fait que oui, les catégories d'âge les plus sévères habituellement, c'est autour de 30, 34, 35, 39, ça c'est clair. Puis, tu sais, ils ont aussi l'expérience. Absolument. Fait que si tu as commencé à 25, ça se peut qu'à 35. Ah, absolument, tu Soit sais, c'est ça qui est merveilleux des fois avec le triathlon, mais tu compétitionnes contre. Faut pas oublier que des fois, on compétitionne contre des personnes qui sont sur un bicycle depuis qu'ils ont 3 ans et demi, tu sais. Puis des fois, on trouve ça rough sur nous-mêmes, on s'impose ça, puis on est comme « Ah, mon Dieu Seigneur, comment ça se fait que moi, j'arrive pas à m'améliorer autant? Je check elle aller. » Puis là, tu parles de ton passé, tu réfléchis à ton passé sportif, tu réfléchis à son passé sportif, puis tu te rends compte que, Caroline, OK, elle ou lui, il est dans la piscine depuis qu'il a 5 ans, puis il court des longues distances depuis ce temps-là et tout ça. Fait que, tu sais, des fois, de se comparer, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais effectivement, le passé sportif, puis tout ce qu'il a fait dans ses plus jeunes années va avoir un effet direct au niveau de son expérience puis au niveau de sa physiologie qui permet de performer à cette hauteur-là. Là.
Puis j'ai commencé à suivre, là, je commence à m'intéresser plus au triathlon, fait que j'ai commencé à suivre certains athlètes, certaines athlètes. Ça peut devenir, on en a parlé, là, des gens en rencontre, tu regardes leur temps, puis pour être une personne compétitive, c'est sûr que je pensais pouvoir m'enlever puis me dire, OK, vu que tu viens de commencer dans le triathlon, c'est pas ma discipline, je serais pas compétitive, mais non, on dirait ça fait comme partie de moi. Ouais. Puis malgré tout, je le reste, puis je deviens comme... je suis pas disciplinée. J'imagine que, tu sais, comme toi, tu le vois, là, les clients qui sont plus disciplinés, qui posent plus de questions, qui sont assidus dans leur entraînement, mais comme pour toi, comme coach, c'est quand tu vois la différence ou quelle différence tu peux faire entre un athlète que tu coaches qui est discipliné ou obsédé. Je ne sais pas si tu en as déjà eu, si tu en as déjà eu vraiment à l'extrême. Ah, c'est une excellente question. Puis, tu sais, c'est... Oui, oui, absolument. Tu sais, puis la discipline, là, en gros, d'être discipliné, c'est d'appliquer les concepts qu'on a appris, puis de s'écouter. C'est d'arriver et de te dire comme, OK, je suis la programmation, je suis la planification, j'écoute ce que mon coach me dit au niveau de l'enseignement, de comme, c'est quoi de la récupération, quelle intensité user dans cette classe, dans cet entraînement-là. J'ai mon entraînement optionnel. Est-ce que mon entraînement optionnel, je m'écoute puis je me dis, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je commence, ça vaut pas la peine, puis là, je prends un retrait. Ça, c'est vraiment de la discipline, de s'accorder la possibilité de ne pas s'entraîner alors qu'il y a un entraînement parce que tu sais que ça ne sera pas bénéfique. Mais de l'autre côté, le jour où est-ce que tu as ton entraînement, ben, tu es discipliné, tu as pris ce qu'il fallait avant, tu t'es alimenté pour cet entraînement-là, tu veux optimiser ton entraînement. L'obsession, c'est vraiment dans l'autre aspect de comme l'entraînement est là, puis peu importe que tu aies mangé, tu n'as pas mangé, tu n'as pas récupéré, tu vas le clencher pareil. Puis il va y avoir des questions du genre, OK, mais là, ça, j'ai vu ça dans le cold plunge, ça pourrait être une bonne idée, puis si jamais je fais un facial avec le Red Ray, puis tout ça, ça pourrait m'aider à récupérer, puis les bottes, puis là, je suis comme, oh, attends une minute, là. Dors-tu ou tu dors pas? Tu sais, comme, tu sais, là, il y en a beaucoup qui vont tomber là-dedans, puis ils vont aller chercher toute leur information, puis ils vont s'entraîner tout le temps, puis ils vont être comme, là, c'est... Le problème, c'est ça, c'est que l'obsession, ça arrive parce qu'on est tellement... On se fait tellement balancer d'informations, mais il faut revenir à la base, tu sais. Puis ça, je te dirais que la personne obsédée va vraiment faire tous les entraînements, coûte que coûte, aller chercher tous les genres de méthodes pour essayer d'optimiser la performance, au-delà de comme juste s'écouter puis refaire ce qui doit être fait. Respecter l'intensité de l'entraînement, être sûr d'avoir bien carburé pour cet entraînement-là, être sûr de carburer comme du monde pendant l'entraînement, puis être sûr que quand tu arrives à l'entraînement, ben, tu as bien récupéré ou tu es capable de pousser dans le système énergétique qui est demandé. Ah, je suis pas obsédée, finalement. Dans le fond, cette question-là, c'était pour toi. Là, comme... Pour moi, les questions, t'avais pas compris. Tout le podcast pour répondre à mes questions. C'est parfait. Non, mais c'est drôle parce que je pense qu'en vieillissant, j'ai comme beaucoup appris. Quand tu fais ton plan avec Training Peak, pour les gens qui écoutent, qui connaissent Training Peak, quand tu ne fais pas ton plan, ça devient en rouge. Quand tu fais pas ton entraînement. Fait que là, tu regardes ton calendrier, tu es comme, il y a du rouge. Ouais. Shit, tu veux du vert. Parce que quand tu as du vert, tu l'as complété. Quand tu as du jaune, c'est incomplété. Là. Comme, mettons, hier, j'ai fait une course 5 minutes de plus, puis elle m'a mis jaune comme selon la durée. Là, ouais. Fait que bref, le week-end passé, j'ai eu un rhume. Là. On est tous tombés malades au gym, puis j'ai rien fait du week-end, puis j'ai pas fait de mes entraînements. Je me disais, comme maintenant, j'apprends ce que quand je suis malade ou quand il y a quelque chose ou quand il y a des stresseurs, je suis capable de dire, écoute, là, la beauté de la chose, c'est quand tu t'y prends d'avance puis tu es constant, tu peux relâcher des fois parce que c'est pas une ou deux journées qui va faire de quoi, dans le sens que je suis pas payée pour faire ça, puis j'ai une autre vie, mais d'être capable de s'écouter. Des fois, je me parle, là, je me le dis, comme si je suis à la piscine, là, je peux dire que j'ai une obsession si j'ai 3000 mètres à faire. De Noé que je sors avant que j'ai fini. Là. non. Genre, je sors pas, puis je le fais, puis je le finis. Mais je pense que avoir une certaine obsession, ça peut faire ta réussite dans d'autres choses parce que c'est ce qui fait, comme dans plusieurs autres sphères, que je suis capable d'être entêtée, puis de l'avancer, puis de mettre les projets à terme, puis à bout. Parce que ça prend quand même un peu d'entêtement, puis d'obsession quand on veut réussir quelque chose de, comme on parle, comme un demi-Ironman ou un... Ouais, ben c'est ça, c'était super intéressant, la comparaison ou l'affaire qui s'est passée au niveau de tu as été malade. Je pense que tout le monde était malade. J'ai été malade aussi la semaine dernière. Puis d'arriver et de se dire, ouais, est-ce qu'en ce moment, vraiment, je suis malade? J'ai de la misère à vivre. Là. Je me lève le matin puis je suis barré. Ma fréquence cardiaque est dans
de repos est super élevé. Je monte les marches puis je suis essoufflé. Est-ce que faire mon entraînement va vraiment être payant ou ça va juste retarder tout le processus qui va me permettre de recommencer mes entraînements rapidement? Puis tu sais, je pense que l'être humain, on est, pour une raison, on a peur que comme 2 jours, 3 jours, tout va s'écrouler d'un coup, en claquant des doigts. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que comme le gain de la VO2 max, le gain de notre capacité cardio-respiratoire, mais c'est une succession de gains marginaux, jour après jour, semaine après semaine, qui sont récompensés par un état constant, comme tu as dit. Fait que là, c'est-à-dire, ça monte un peu, petit peu, par petit peu, mais ça descend pas d'un coup comme une chute, là. Ça descend très, très, très lentement aussi, mais on n'est pas bon à comme prendre le pas de recul puis de s'accorder cette pause-là. Là. Mais tu sais, on vient maintenant, on peut tout mesurer avec les montres, qui dit, tu sais, comme là, ma montre, j'embarque sur mon vélo, ça fait 3 jours que j'ai pas été sur le vélo, j'ai pris le week-end off. Diminution de la condition physique, -6. Tu sais, là, t'es comme, vous êtes prêts, vous êtes récupérés, puis comme, let's go, vas-y. Fait que j'ai aussi beaucoup de gens qui stressent avec les... Puis comme, c'est correct, là, moi, je ris de tout ça, mais des fois, ça devient quasiment une pression, puis tu regardes tes données, puis OK, ouais, là... Ça prend pas grand-chose avant de perdre ton espèce de résilience mentale. Ouais. Comme là, le matin, je faisais mon bac, c'était 1h15. Ouais. Juste parce que je l'ai pas fait, comme, tu sais, je fais souvent 2 heures la fin de semaine, une journée, puis 1h et quelques. Ouais. J'ai rushé, là. Soit parce que j'étais comme le restant de rhume ou vraiment comme mentalement, ça prend pas grand-chose de perdre l'espèce de beat, puis de... Tu sais, quand tu te mets dans une pain cave, t'es pas tout le temps dedans, mais de t'habituer à ça... Fait comme, moi, c'est plus genre, je veux comme pas perdre le beat, puis après ça, tu reviens dedans, mais c'est comme après 2 semaines de vacances, quand tu recommences, c'est chiant, t'es comme, j'aurais jamais dû arrêter. Ça fait du bien, là, on le sait, là. Ben, tu sais, c'est ça, c'est... puis là, je sais pas à quel point on veut rentrer dans le détail, puis tout ça, mais effectivement, puis faut pas oublier que, comme, quand je parle de gains marginaux, semaine après semaine, puis tout ça, on parle de gains cardio-respiratoires, on parle de gains centrales, là. D'arriver puis te dire, c'est vraiment ta capacité cardiaque, principalement, à produire augmenter ta consommation d'oxygène. Mais l'autre affaire qui est la périphérie, donc le niveau musculaire, bien ça, c'est plus volatile. Tu sais, ça augmente plus vite, ça descend plus vite, dans le sens que si tu passes 2 semaines à pas t'entraîner, ben oui, tu vas recommencer et tu vas dire « Ah, tabarouette, j'ai plus les jambes, qu'est-ce qui se passe-t-il? » Mais la semaine d'après, ça va revenir. Oui, ça revient. Fait que tu sais, comme... On est, comme par miracle, ça, oui, c'est beaucoup plus volatile. Ça part vite, entre guillemets, ça revient vite. C'est important dans la consommation d'oxygène, mais ce qui différencie quelqu'un de très haut niveau, qui a une excellente capacité cardio-respiratoire, c'est principalement ce qui se passe au niveau central, ce qui augmente, comme j'ai dit plus tôt, jour par jour, semaine après semaine, des gains marginaux. Puis tu sais, c'est ça qui fait que comme ta rigueur est récompensée si tu t'en vas en vacances, si tu tombes malade, si tu as une semaine de malade à la job et tout ça. Fait que c'est ça, faut tout le temps garder ça en arrière de la tête puis se dire, ben si j'ai été malade, ben c'est sûr que comme dans ma planification, si quand j'étais malade, c'est une semaine relax, puis là je reviens puis c'est une semaine moyenne. Mais non, je suis pas rendu où est-ce que j'étais supposé être rendu dans ma planification, fait que comme faut que je vienne décaler ma semaine, tu sais. Fait que tu sais, puis là, c'est là que tu vois comme c'est hyper organique, ça bouge beaucoup l'entraînement, c'est pas autant linéaire puis prédictif qu'on voudrait, parce que le corps humain a beaucoup plus de variations qu'on pense. Là. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu vois ou remarques chez les athlètes qui progressent vite, plus vite que d'autres. Yes. Ils se donnent la chance de récupérer, puis ils se donnent la chance, aussi ils s'offrent l'opportunité de carburer à la hauteur de leurs entraînements. Je te dirais que c'est vraiment ça. Ils font dodo, puis ils mangent suffisamment. C'est ça que je vois principalement chez eux. Tu vois une meilleure progression. Tu peux-tu le voir quand quelqu'un est sous-alimenté? Ah ben moi, tu sais, l'affaire, la raison pour la personne qui est sous-alimentée, c'est une bonne question. Moi, je pèse pas mes personnes. Je pèse pas mes clients, mes clientes. Mais la plupart du temps, c'est dans les consultations. J'arrive puis je commence à parler puis je dis « OK, mais voici ton entraînement. C'est un entraînement de 2 heures. Qu'est-ce que tu as pris pendant cet entraînement-là? » Puis là, il me regarde. Là, je suis comme « Tu sais qu'un entraînement, ça dépend selon la capacité. Plus ta capacité est grande, plus tu es capable de brûler le nombre de calories à l'heure parce que plus tu es capable de consommer d'oxygène à l'heure. Mais comme...
Puis là, je dis, ben, t'as fait 2 heures de V6, c'est environ, je lance des chiffres comme ça, 500 calories par heure de brûler. Tu peux pas manger autant que tu brûles, là. C'est sûr, là. Mais comme, là, t'es à 1000 calories juste dans ces 2 heures-là, plus ton métabolisme de repos. T'as-tu mangé au moins 3000 calories aujourd'hui, cette journée-là? Puis si la réponse c'est non, c'est comme, tu comprends, c'est comme, c'est rough, là. Puis c'est une succession de beaucoup de journées comme ça où est-ce que la personne est déficitaire, puis elle se rend compte que, ah ouais, finalement, Colin, il faut vraiment que j'augmente ma capacité, il faut que j'augmente mon alimentation. Fait que je peux pas l'apercevoir en claquant des doigts, tu sais. Mais si au bout de certaines discussions lors de mes rencontres de suivi, puis des questions de comme, hey, Joël, man, pour vrai, là, c'était correct les 30 premières minutes, mais là, je sais pas pourquoi j'étais éclaté après ça. Puis là, tu dis, OK, mais que s'est-il passé? Puis tu viens investiguer, tu sais, autour de pas mal les mêmes paramètres que comme ce qui permet à quelqu'un de progresser rapidement. Tu sais, est-ce que tu dors? Oui, non. Puis après ça, est-ce que tu t'alimentes suffisamment? Est-ce que tu t'alimentes pour t'entraîner? Mm-hmm. Fait que c'est ça. Pas pour perdre du poids, là. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est drôle, justement, de parler de ça. Il y a plein de clients qui m'appellent, là, c'est janvier, là, les gens ils veulent perdre du poids, puis ouais, là, ça va prendre combien de temps, puis comme, là, c'est sûr, là, si je m'entraîne 5 fois semaine, je vais perdre du poids, puis pour le fun, je me suis pesée. Je m'étais pas pesée depuis l'entraînement de triathlon, puis je m'entraîne pas mal plus que... Je n'ai pas perdu une livre. Non. Je suis comme... Parce que, pourquoi? Parce que je m'auto-régule, fait que mon appétit est plus stimulé, je mange plus. Ouais. Rendu là où est-ce que je suis, moi, j'écoute ma faim. Là. Je mange tout le temps des bons aliments, mais je vais y aller avec... Si, exemple, hier, j'ai rentré 1h15 de nage plus de la course, c'est sûr que le soir, j'ai plus faim, je vais augmenter mes carbs, manger un petit peu plus de glucides, un peu plus de protéines, un snack en fin de soirée. Fait que je ne vais pas m'alimenter comme quelqu'un qui s'entraîne 30 minutes par jour. Là. Non, c'est ça. Parce que ça ne marchera pas. Fait que de un, l'entraînement ne fait pas perdre de poids. Comme... Techniquement, non, parce qu'il faut que tu carbures à la hauteur de ce que tu brûles, tu sais. Si tu écoutes ton appétit, parce que tu devrais, comme, si tu écoutes tes signaux, tu devrais avoir plus faim, tu manges plus. Fait que si tu veux être en restriction calorique, en préparation de demi-Ironman, comme ça va être difficile. Ah, absolument. Tu sais, puis tu sais, celui-là qui c'est intéressant, tu sais, je vais juste faire une parenthèse, celui-là qui arrive et qui dit, ben je veux perdre du poids, puis je vais m'entraîner, puis ça va aller vite. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps, mais le processus de gain de poids, c'est pas un processus qui est instantané. Fait que je comprends pas pourquoi le processus de perte de poids devrait être instantané, lui, de son côté. Mais de l'autre côté, tu apportes un bon point de dire, ah ben, quand tu t'entraînes pour un demi-Ironman puis un Ironman, est-ce que tu perds du poids? Tu essaies d'en perdre le moins possible parce que tu dépenses tellement d'énergie qu'il faut que tu en consommes. Puis tu sais, c'est le coach de Christian Blumenfeld puis de Gustav Iden, les Norvégiens. Non, c'est des triathlètes norvégiens de très, très haut niveau qui disaient, tu sais, on s'alimente pour s'entraîner. On s'entraîne pas pour manger. On mange pour s'entraîner. Ouais, on mange nos calories. On prévoit c'est quoi l'entraînement de demain. Donc, je mange pour être sûr d'être prêt pour cet entraînement-là. Je mange pendant cet entraînement-là, puis je mange après pour récupérer de mon entraînement, puis pour me préparer pour mon entraînement de demain. C'est sûr que ça devient... C'est une drôle de relation avec la nourriture par rapport à tout ce qu'on connaît au niveau du fitness, qu'on connaît au niveau pas du bodybuilding, mais comme dans la restriction de calories beaucoup. C'est complètement différent. Puis tu sais, ceux-là qui sont RIP en triathlon, là, regardez-les. Là. Comme Christian Blumenfeld, c'est un excellent exemple. Il y en a qui disent il n'a pas de l'air d'un triathlète parce qu'il a de l'air d'un joueur de rugby, le gars. Là. Il est pas meg? Non, mais il a de l'air d'avoir quasiment un petit keg, mais il y a une cage thoracique qui est très grande. Là. Mais comme c'est de se dire, le monde, lui, il n'a pas un corps de triathlète. Mais je suis comme, hey man, si lui, il n'a pas un corps de triathlète, puis il a été champion du monde au full Ironman, puis champion du monde au demi-Ironman, c'est quoi avoir un corps de triathlète, tu sais? Fait que, non, les triathlètes, c'est pas les personnes qui sont à comme 0 à 5% de gras pour les hommes, là. C'est pas eux. C'est pas du monde RIP, là. C'est du monde qui... Là, après, ça dépend, là, tu sais. On parle de triathlètes, puis on enlève le niveau élite. C'est sûr que les élites sont quand même petits, si on regarde. C'est sûr. Que versus, tu t'en vas à Tremblant, puis tu regardes ceux qui font le 51-50 ou le demi-Ironman, c'est pas tout du monde qui sont petits. C'est bien correct, il y en a qui le font pour le fun, puis tu connais pas leur préparation, mais... Moi, ça m'a challengé au niveau de... Je suis une fille qui a fait du bodybuilding. Après ça, je suis comme dans l'entraînement fonctionnel, iRock, tout ça. Là, cette semaine, je ne sais même pas si je vais avoir le temps de rentrer comme une musculation. Puis la semaine passée, j'en ai rentré une. Puis ça joue sur mon mental de genre... une fille qui a toujours été
habitué de dire, OK, ben là, je vais entraîner mes jambes, je vais entraîner mes fesses, je vais entraîner mes cuisses, qui là, le temps, si j'ai, comme aujourd'hui, j'aurais aimé rentrer 30 minutes, j'avais 1 heure et quart de vélo, j'ai la vie, j'ai la business, j'ai pas le temps de la rentrer à la muscu, puis malheureusement, c'est pas dans. Je me suis engagée. Comme là, je suis allée faire des exercices de renfort avant. Ouais. C'est pas de la muscu, là. Fait que je me suis pas engagée là-dedans. Ouais. Fait que en ce moment, c'est vraiment le tri. Puis c'est tellement demandant que comme t'es pas en train de t'entraîner pour l'esthétique, là. Non. En tout cas, moi, en ce moment, je suis en mode perfo. Ouais. Fait qu'il faut que j'essaie de rentrer toutes les carbs. Je me rappelle, on a parlé tantôt de Maxime Saint-Onge, que tu connais, qui m'entraînait aussi pendant un certain moment. Ouais. Puis à un moment donné, t'es comme là, tu vas rentrer, je sais pas, 100 grammes de carbs à l'heure. Dans ce temps-là, j'étais comme, ça rentrera pas. Fait que depuis que je prépare que je fais du vélo, 2 heures sur le vélo, on s'est comme donné des idées de ce que je peux manger. Puis c'est la pratique. Fait que ta digestion, ça se pratique. C'est comme manger sur ton vélo, tu fais pas ça le jour de la course. Qu'est-ce que je peux manger? Ben oui, tu le fais, mais tu fais pas des essais, je veux dire. Exact. Le jour de la course. J'avais compris la nuance, puis je voulais juste être sûr que le monde le comprenne quand ils nous écoute. Effectivement, tu testes pas des nouvelles affaires le jour de la course. Là. Tu fais pas comme « Ah ben, je sais pas, la compétition est dimanche, là, puis tu te fais dire samedi, ben Émilie, let's go, 115 grammes à l'heure. Niaise pas, là. On va te faire ça sur le bicycle, puis c'est à la course, 90, vas-y, prends les gels, ça va bien aller. Ah, mais peut-être prendre même une barre. Comme, non, tu fais pas ça. Ton système digestif, effectivement, il faut que tu l'entraînes pour être capable d'ingérer ça, de savoir qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Il y a un gel qui va fonctionner avec toi qui ne fonctionnera pas avec l'autre à côté. À cause de la texture, à cause du goût, à cause de... Peu importe. Parce que les gels sont pas tous équivalents. Là. Oui, on dirait que sont tous pour te donner de l'énergie, mais quand tu regardes la composition du gel au niveau du type de glucides, puis s'il y a des acides aminés puis tout ça, sont tous différents. Fait que comme, est-ce que ton transit intestinal va être capable de le gérer aussi bien que celle-là à côté? Peut-être pas. Fait que comme c'est toutes des affaires que... C'est pour ça les entraînements aussi, les entraînements longs, oui, c'est une occasion. Plus on s'approche aussi de la compétition, oui, c'est une occasion de s'améliorer et de développer sa capacité cardio-respiratoire, mais c'est aussi des micro-simulations à la compétition pour savoir est-ce que ma stratégie alimentaire fonctionne pour produire la puissance que je veux produire. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais dire que de pouvoir concilier là, tout ça, là, qu'on parle d'un entraînement de demi-Ironman, on va dire le demi-Ironman, le travail, si on parle peut-être de la cliente type comme moi, les enfants, est-ce que tu donnes des trucs aux clients de comment le faire? Est-ce que c'est quand même faisable? Est-ce que c'est difficile? Peut-être après, je peux comme faire une parenthèse sur comment je le vis parce que j'ai hâte de voir ce que tu vas dire parce que je trouve ça difficile, la conciliation de tout ça. Ben, c'est sûr que c'est pas facile, tu sais. Mais surtout quand on essaie de venir performer à des hauts niveaux puis tu veux rien manquer. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire, c'est que comme d'arriver puis de te dire que comme je veux rien manquer, je vais être là pour mes enfants. C'est pas dire que ceux qui performent qui ont des enfants, c'est des mauvais parents, là. C'est pas ça du tout que je dis, loin de là. Mais la complexité là-dedans, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée, puis il y a 7 jours dans une semaine. Puis là, si tu dis, ben, je vais être avec mes enfants, OK, mais est-ce que tu peux venir maximiser les opportunités d'être avec tes enfants, puis quand ils sont pas là, ben, tu viens t'entraîner. Ça, c'est la première chose. Là. C'est d'arriver et de trouver des espaces parce que, comme, j'ai les enfants, j'ai pas les enfants, ils dorment, ils font la sieste, je peux m'entraîner, puis tout ça. Après ça, c'est de se dire, ben, si par exemple, l'été, mais ça dépend de l'âge, ça dépend tout le temps de l'âge de l'enfant aussi. Puis si ton enfant il est jeune, s'il est jeune, il veut te voir. S'il est vieux, il veut pas te voir. Fait que, fait que tu sais, ça, c'est pas super. Quand ils veulent pas te voir, comme c'est comme OK, ben m'en va, puis on s'en va tantôt. Mais quand ils veulent te voir, tu sais, est-ce que tu arrives à tout dépendant de leur âge, tu sais, moi, ça m'est arrivé de faire des entraînements vraiment pas optimaux au niveau de la vitesse puis tout ça. Fait qu'avec le trailer en arrière, le Thule, mais je te disais, le papa, il poussait. Tu sais, comme son entraînement, j'arrivais à le produire, j'arrivais à trouver les watts que je voulais. Avec l'encouragement des fois en arrière qui n'était pas tout le temps bon. Mais des fois, c'était comme, c'est-tu bientôt fini? Puis je suis comme, hey, ça s'en vient. Là. Mais tu sais, des fois, c'est ça, de revenir puis trouver le juste équilibre entre est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que je trouve l'équilibre entre je partage un moment avec mes enfants, je n'ai pas l'impression d'être absent. Puis tout ça, puis c'est. Écoute, la réponse est vraiment difficile à donner parce qu'il y en a qui vont sentir beaucoup de culpabilité de ne pas être là, puis il y en a qui n'en sentiront pas. Il y en a qui ça va être correct. Il y en a qui vont se l'accorder, il y en a qui ne se l'accorderont pas. Fait que c'est de s'écouter là-dedans, puis c'est sûr de s'entraîner sans sentir cette culpabilité-là. C'est ça le gros truc.
d'arriver et de te dire, ben non, moi, je laisse les enfants, je m'en vais faire une ride de 6 heures. Moi, si je fais ça, je vais être pendu en 8. Tu sais, je vais être comme. Mais tu sais, j'exagère, là, mais tu sais, la Mais sens, non, c'est mais comme- mettons, à la fin, si tu te prépares pour Ironman, ça se peut que tu aies une ride de 6 heures. Ben, tu sais, mais il y en a des parents qui sont. De jeunes enfants qui s'entraînent pour des Ironman, puis il y en a qui font ça. Puis, tu sais, c'est une des premières questions que tu poses quand tu fais une planification. C'est comme, as-tu des enfants? Oui, puis non. Tu sais, puis plus tu avances, plus c'est comme, OK, voici la planification. Est-ce que ça fonctionne? Puis là, après ça, comme, la réponse est comme oui, non. Tu sais, moi, je sais qu'avec toi, quand on parlait de ta planification, on parlait de comme, ben, justement le cycle avec des enfants, puis tout. Puis là, c'est de se dire, on a créé ça autour de ça. Après ça, c'est de se dire, ouais, c'est autour du client ou de la cliente de faire Joël, ça marche pas trop bien. Quelle alternative je peux faire? Là, j'ai une sortie de 3 heures, j'arrive pas à me libérer ou j'arrive pas à acheter ma conscience, mais pas sentir de culpabilité si je pars 3 heures. Est-ce que ça se fait si je fais 1 heure et demie, je le coupe, je fais 1 heure et demie plus tard? La réponse, c'est oui. Ça se fait. Est-ce que c'est optimal? Non, parce que tu viens pas mettre ton corps sous tension pendant 3 heures consécutives. Mais est-ce que c'est mieux que juste faire 1 heure et demie? La réponse, c'est oui. Tu sais, il y a plein d'options, mais c'est vraiment le travail de travailler en symbiose avec le kinésiologue ou la kinésiologue qui est avec toi pour être sûr de trouver l'équilibre entre je ne sens pas de culpabilité à faire ces entraînements-là, mais je viens c'est vraiment de l'optimisation selon mon horaire et selon ma réalité. Là. C'est une grosse réponse. Oui. Je suis désolé. Là. Non, mais je comprends. Ça fait du sens. Puis, je pense qu'à un moment donné, on est comme qui pour juger? Il y a tellement de monde qui juge. Je vois sur les réseaux sociaux, genre, un gars qui fait du mountain bike, puis il y a son fils en avant qui est super jeune. Je suis comme, oh my God, c'est cool. Puis, des fois, pour le fun, je regarde les commentaires, puis il y en a tellement, c'est comme, pourquoi que t'es en vélo? Je vais perdre mon. Oh, j'arrête pas. Ouais, comme pourquoi tu es en vélo, puis t'emmènes ton enfant, tu devrais être en train de jouer avec lui. Mais comme chacun pour soi, puis s'il y en a qui ne se sentent pas coupables, c'est correct. Moi, perso, oublie ça, là, partir 6 heures, mais des moments où est-ce qu'on approche la compétition, puis que tu as vélo nage-course, c'est sûr que ça se peut que je sois parti 3 heures. Ouais. Mais ça ne sera pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis, comme tu as dit tantôt, ça, je pense que c'est une super bonne idée, puis je la donne à mes clients aussi, puis je l'ai donnée hier, justement. Quand tes enfants ils ont des pratiques, là, on ne parle pas des tournois, que ce soit soccer, hockey, sérieux, tu vas rester là tout le long de la pratique. Comme moi, depuis récemment, je ne vais plus aux pratiques, puis on s'organise pour faire quelque chose comme pendant cette heure-là. Ça apprend à l'enfant à avoir confiance en lui, à performer pour lui-même, de ne pas toujours avoir la validation du parent. Je pense que c'est correct. Puis après, ben, tu es là pour les games, pour les événements plus importants, parce que dans mon temps, je faisais de la gymnastique, mes parents ne venaient jamais. Ils me droppaient là, puis ils venaient aux compétitions. À un moment donné, c'est comme, si toi, ce que j'ai dit à ma cliente hier, si toi, tu ne prends pas soin de toi, ben il n'y a personne qui va le faire. Fait que comme ça, c'est un bon moment de le faire. Fait que je pense que ça, c'est une façon de le rentrer. Je m'excuse, mais tout dépend. Tout dépend de c'est quoi l'expérience que tu as quand tout ça. Mais entre ça, puis prendre un café, puis parler à l'autre parent, comme un moment donné, c'est correct. C'est ça que tu préfères faire. Go! Mais de l'autre côté, si tu as du temps à gagner là, vas-y. Puis une autre occasion de le gagner, c'est que tu prends chaque opportunité d'être actif ou active. T'sais. Moi, quand je vais à l'université, je vais en bicycle. Même l'hiver, des fois. Même s'il fait fret. C'est vrai. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment vrai, il fait ça. C'est ça, mais comme tu essaies d'aller chercher ces occasions-là. Puis tu sais, mine de rien, moi, Hier, il faisait moins 20, plus froid que moins 20, puis je l'ai fait, là. J'ai fait le vélo pour y aller puis revenir. Puis tu regardes tes heures au bout de la journée, puis t'es comme, oh wow, OK. J'ai quand même rentré. J'ai fait ça, j'ai fait une petite course hier, puis tout ça, puis t'es comme, OK, finalement, j'ai rentré au-dessus d'une heure d'entraînement. Ça s'additionne, là, tout ce que tu fais, que tu te 100%. rends pas compte. Puis ce moment-là, puis honnêtement, tu as raison, là, souvent, dans la pratique, si tu veux aller jaser, c'est correct, mais après, viens pas dire que tu n'as pas de temps, puis demande-moi pas comment moi je fais. Ouais, c'est Parce ça. que j'avais justement la discussion hier avec ma blonde, tout le peu de temps, c'est toute une question d'organisation. Là. Absolument. Comme, tu prends, moi, quand j'ai la planif, le dimanche, je sors tout, je regarde qu'est-ce que je peux faire, je déplace, puis comme quand tu vas le rentrer. Des fois, là, c'est comme, je dis, là, c'est Tetris, gymnastique avec l'horreur, tu essaies de comme tout rentrer, ça rentre, mais il faut que tu fasses des choix. Ouais. Faut comme tu coupes quelque part. Puis, ben, si tu le fais puis tu te sens coupable, là, l'expérience est vraiment pas. Je fais comme tu dis, c'est vrai. Comme de le faire, puis dire, regarde, j'essaie de le faire, je m'amuse, je le fais. Tu sais, 1 heure, comme quand j'ai les enfants, comme tu dis, on a tout comme mis la planif, comme quand les enfants sont pas là, je rentre plus de volume. Quand ça là, j'en fais moins, mais j'en fais quand même. J'arrête pas de vivre. Je me dis, 1 heure dans ma journée que je pense à moi, là,
laisse-moi tranquille, je vais faire mon vélo. Après, je vais venir te voir, on va jouer ensemble. Tu sais, on leur donne tout notre temps aux enfants. C'est quoi de... Tu sais, c'est quoi de prendre 1 heure pour nous? Puis, il y avait une psy qui m'avait dit ça quand je travaillais dans les écoles. Ouais. On jasait, puis elle a dit qu'on devrait donner aux enfants comme un 15 minutes par jour de notre attention, puis comme de jouer avec eux, de les entertainer, mais qu'il faut qu'ils apprennent aussi à comme s'amuser. Oui. À s'ennuyer, puis devenir créatif. T'as absolument à s'ennuyer, raison. puis que ça soit plate. Puis, tu sais, c'est comme si on a 2 minutes à rien faire. Il n'y a rien à faire. Ben, regarde, va chercher des jouets, amuse. Puis ça fait que je pense que ça nous donne notre temps, nous, puis eux, ça leur permet de s'ennuyer, puis de trouver, de se débrouiller. C'est un investissement, tu sais. Mais puis là, on n'est pas dans un podcast de parenting, de comme stratégie, comment gérer tes enfants. Mais tu sais, effectivement, plus tu leur permets, plus tu leur offres de l'espace pour devenir créatif, puis te créer de l'imagination, puis devenir autonome, ben tu gagnes. Oui, au début, c'est tough, là, parce qu'à chaque 2 minutes, mais c'est plate. Puis là, je suis comme, ben oui, la vie, la vie, c'est dur, mon grand. Tu sais, ben, c'est de te dire, ouais, je sais, mais comme t'as ça, puis t'as ça, puis t'as ça. Effectivement, si t'arrives, puis c'est sûr que comme. Puis c'est des discussions de savoir, ben, c'est combien de temps tu veux mettre pour toi, combien de temps tu veux mettre pour ton couple, combien de temps tu veux mettre pour ta famille, combien de temps tu veux mettre pour tes enfants. Puis c'est toi qui décides de ça, là. Mais après ça, si jamais, comme tu as dit, tu dis, ben, Colin, j'arrive pas à m'entraîner, puis parce que je suis tout le temps avec mes enfants, je suis tout le temps avec ma conjointe, ben, à un moment donné, c'est parce que tu n'as pas su prendre le temps pour toi. Tu t'es pas accordé ce temps-là, puis on est tous différents, là. Moi, je connais du monde qui est comme. C'est la famille en premier, c'est moi en deux, c'est eux en deuxième, c'est le couple en troisième, peu importe. Peu importe comme c'est quoi tes intérêts puis tes proportions, ben il y a quand même une portion là-dedans que ça devrait être toi, tu sais. Si tu veux t'entraîner pour faire les plus longs événements, ben cette portion-là pour toi, il faut que ça soit quand même un peu plus grand que 0%. Tu sais. Oui. Fait que oui, il faut s'accorder ça. Puis les enfants, oui, dans l'exemple des enfants ici, oui, à un moment donné, ils vont voir comme c'est long. Fait que tu essaies de trouver toutes les occasions où est-ce qu'ils ne trouvent pas ça long. Après ça, c'est aussi qu'ils comprennent que comme, ben, sais-tu quoi, ben, maman ou papa, je fais ça, puis tu sais, je donne une petite affaire, petite anecdote, là, tu sais, moi, j'ai un de mes clients, il s'entraîne sur son vélo à l'intérieur, puis il a monté, son kid, là, il a 3-4 ans, là, il a monté une petite base d'entraînement custom avec son enfant, puis mettons qu'ils écoutent une série ensemble, ben, s'il arrête de pédaler, ben, mon ami, il baisse le volume, puis il fait comme, ben, c'est parce qu'il faut que tu pédales pour qu'il y ait du volume. Fait que tu sais, il partage un moment, puis tu sais, faut être créatif, tu sais. C'est dans ces occasions-là qu'on peut être créatif aussi avec nos enfants puis créer un lien. Je dis pas à tout le monde de faire ça, là, parce que ça demande de l'engagement, mais comme, c'est ça, faites preuve de créativité, puis offrez-vous du temps pour vous entraîner. Ça, c'est sûr et certain. Il faut se remettre un peu sur la map quand on veut s'entraîner comme ça. Puis, je finirai avec ça parce qu'après, j'ai plein de questions que je vais aller plus en rafale. Mais moi, je suis dans la conclusion ce matin que peut-être il va falloir que même je me lève 1 heure plus tôt. Des fois, c'est juste de réévaluer. Tu sais, quand tu essaies de tout faire fitter puis ça rentre pas, ben je me suis jamais levée full longtemps avant que tout le monde se réveille. Mais des fois, peut-être, si les enfants dorment, ta blonde, ton chum dort, lève-toi avant. Ouais, mais essaye, comme couche-toi plus tôt, je sais pas. Des fois, il faut se lever 1 heure plus tôt puis tu gagnes comme cette heure-là. Comment tu peux être productif? Je me dis que c'est peut-être ma solution en préparation du demi-Ironman. Il faut que je me lève 1 heure plus tôt. Ouais, si jamais c'est assez, si tu te sens revigoré quand tu te réveilles, si tes heures de sommeil sont assez, si tu arrives à te coucher même un peu plus tôt, au lieu de faire je sais pas quoi, puis tu es correct avec cette situation-là, pourquoi pas? Bon, là, voici les questions que j'ai ma feuille puis tout que je voulais te poser. Ouais. En triathlon, c'est quoi la chose que les athlètes qui progressent font différent des autres? Je pense qu'on en a comme parlé, mais si tu peux aller juste vite, qu'est-ce qui font que les athlètes progressent? Qu'est-ce qu'ils font différent des autres? Ils s'écoutent, ils récupèrent, ils prennent le temps de récupérer, puis ils mangent assez. Tu sais, je peux dire que c'est ça. OK. Si tu pouvais enlever un seul mythe dans le triathlon endurance, ça serait lequel? Faut pas tout le temps aller plus long. Tu sais, il y en a beaucoup qui arrivent et qui font comme « Ah, ben j'ai fait un sprint, maintenant, il faut que je fasse un olympique. Maintenant, j'ai fait un olympique, il faut que je fasse ça. Puis maintenant, j'ai fait un demi, il faut que je fasse un Ironman. » Il y en a qui peuvent le faire. Il y en a qui sont en condition de le faire, mais des fois, on dirait que tout le monde arrive puis c'est comme un réflexe automatique. Il faut qu'ils visent plus long automatiquement. Ils peuvent se concentrer sur une discipline puis performer davantage. Il n'y a aucun problème. De venir optimiser sa performance sur une distance, c'est très faisable. Puis même de revenir, des fois, c'est pas une mauvaise décision. J'en prends bien note.
J'en prends bien note. Pour progresser en endurance avec un horaire chargé, c'est quoi le minimum qui fait une vraie différence? Wow. Je pense que comme il y a tellement d'éléments qui peuvent venir jouer dans cette petite question-là. C'est sûr et certain, il n'y a pas... Sérieusement, si il y a quelqu'un qui a une réponse à ça, là, c'est le temps de la breveter puis de la vendre. Parce que je pense que si tu es vraiment occupé, tu veux performer, il faut que tu arrives à optimiser toutes les sphères qui peuvent avoir une influence sur ta performance, que ce soit le psychologique, le cognitif, le social, le physique. C'est de trouver le juste milieu dans tout ça pour optimiser, c'est ça. OK, mais mettons concrètement, là, je te dis, moi, là, Joël, j'ai plus de temps. Je fais un demi-Ironman en juin. C'est quoi le minimum que je peux faire en termes d'heures d'entraînement, puis je vais arriver préparé? Le minimum. Ben, je serai peut-être pas performante, mais tu sais, je vais arriver, puis je vais le... I'm gonna be a finisher. Ben, tu sais, moi, c'est difficile, là, parce que ça va dépendre, tu sais, comme tu me connais, là, je suis tout le temps comme ça dépend, là, mais tu sais, je ne suis pas inquiet qu'autour de 3-5 heures par semaine, de façon rigoureuse. Puis, tu sais, de 3-5 heures par semaine, on fait 3-5 heures par semaine. On ne vient pas compenser avec des semaines de 15 heures pour 4 semaines que tu n'as rien fait. Là. Tu sais, c'est comme se brosser les dents. Là. On ne peut pas se brosser les dents 14 fois dans une journée. Puis, on skip 3 semaines. On skip la semaine. Je me suis brossé les dents 14 fois dans une journée. Tu peux pas faire ça. Là. Fait que d'être rigoureux à coup de 3-5 heures par semaine, là, je suis pas mal certain que tu peux être un finisher en ayant une expérience positive. Je suis d'accord. Comment tu sais qu'un athlète doit pousser versus récupérer? Je pense que l'athlète va le savoir aussi. À un moment donné, tu commences à connaître tes entraînements. Tu commences à connaître c'est quoi l'objectif de l'entraînement. Tu arrives, puis c'est un entraînement de récupération parce que tu es supposé pousser à comme 50% de ta FTP, puis tu as l'impression que c'est 110, puis l'entraînement vient de commencer. C'est peut-être le temps de prendre un break. Si tes fréquences cardiaques pour une intensité que toi, tu es supposé être easy, sont élevées, c'est peut-être le temps de prendre un break. Si c'est un entraînement à haute intensité, puis tu arrives, puis c'est le temps de pousser sa pédale, puis tu es supposé faire 10 répétitions dans cette série-là, puis au bout de 3, tu es comme « je ne suis plus capable », au-delà de comme « no pain, no gain », puis je pousse, mais physiquement, tu n'es juste plus capable. Aujourd'hui, c'est pas la bonne journée. Fait que tu sais, c'est vraiment, vraiment d'être à l'écoute de son corps. Puis oui, il y a des metrics qu'on pourrait parler si on a du temps supplémentaire, mais comme en gros, c'est ça. Là. L'entraînement est supposé être facile, il est tough, puis c'est supposé être ça ton entraînement, t'es pas capable. C'est pas aujourd'hui que ça va se passer, cet entraînement-là. Oublie pas, on va parler, garde-le en tête. Ouais. Par rapport à ça, tu as dit Matrix, variabilité cardiaque. Ouais. On va le garder. Muscu en triathlon, quel est le plus grand bénéfice réel? Fais attention à ce que tu dis. Ah, c'est ça. Caroline de bien, là, je suis sur le... T'es sur le spot. Je suis le spot. Tu sais, le muscu en triathlon, je pense que c'est de là de l'important de la planification annuelle. Je crois qu'il y a des très bons moments pour développer des aptitudes musculaires en musculation, comme la force et la puissance. Je crois qu'il y a des excellents moments pour faire du développement. Je crois qu'il y a des moments que c'est les meilleurs moments pour venir maintenir tes acquis. Fait que tu sais, c'est tout le temps de garder un œil là-dessus. En off-season, je vois très bien la possibilité de développer force, puissance pour des masses musculaires qui peuvent être accessoires ou même spécifiques à ta discipline. Puis plus ça avance, plus tu viens maintenir tes acquis, puis plus tu viens aussi travailler dans des intensités qui sont plus faibles pour venir rééquilibrer les déséquilibres musculaires que cause le triathlon. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas des athlètes professionnels, on est des personnes qui veulent être fonctionnelles, fait qu'il faut limiter les risques de blessures en venant équilibrer ces déséquilibres. OK, donc tu as parlé de puissance, de force, de fonctionnalité du muscle. Si on parle, prenons-moi comme exemple, est-ce que ma masse musculaire me nuit? Parce que là, on n'a pas parlé de la fonctionnalité de la masse, mais présentement, si on prend la même personne que moi, puis je m'enlève 10 livres de muscle, est-ce que je serais plus performante dans la discipline du demi-Ironman? Ah là 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 là. OK, je vais faire attention, Émilie, sinon tu vas me péter à la gueule. Non, pas partout. Mais tu sais, tu vas pas perdre 10 livres. Évidemment, plus tu es pesant dans ces événements-là, plus ça nuit, mais c'est se dire que comme tu as un fibrotypage spécifique qui est fait pour que tu sois musculaire. T'sais, moi, je fais du vélo des fois avec des gars qui pèsent 50 livres de moins que moi. Évidemment que comme eux sont avantagés pour leur discipline, les Kenyans ils pèsent... ils courent. Ben, tu sais, c'est ça, c'est comme il y a des profils qui sont plus avantagés. Ta question de dire, est-ce que là, je serais avantagé de perdre du poids pour performer? On va revenir là-dessus. Une chose qui a été prouvée, c'est que on utilise des fois les wattages par kilo pour venir
pour venir viser, puis me dire, il est capable de pousser à cette vitesse-là, cette personne-là. Si tu arrives puis ton objectif, c'est de perdre du poids en déficit, ça a été prouvé que en watts par kilo, ton dénominateur, donc tes kilos, vont descendre moins vite que tes watts. Fait que tu vas perdre de la puissance plus vite que tu vas perdre du poids. Fait qu'au bout de la ligne, c'est vraiment pas bénéfique de viser ça. OK. Fait que tu sais, c'est de se dire que comme de dire je fais tout pour être en restriction puis essayer de perdre du poids le plus possible, tu vas perdre de la puissance plus rapidement, fait que ton watts par kilo va diminuer. Fait que c'est pas payant. OK, puis si la personne, cette question-là n'était pas prévue. Ouais, c'est correct. Si moi, je monte en danseuse une côte, Ouais. j'ai le même vélo que l'autre personne à côté de moi. Moi, je suis 125 livres, l'autre personne est 160. Est-ce que je risque de monter plus vite? Si on va avec la force de la gravité? 100%. En montée, ça pardonne pas. Là. La gravité affecte les personnes. Quand tu es plus pesant, mais c'est sûr qu'une montée, ça fait mal. OK, puis sur du plat? Sur du plat, écoute, ça va dépendre de. Habituellement, tu vas rouler avec des personnes plus costaudes, puis sur le plat, habituellement, c'est eux qui vont être en avant, puis tu vas avoir les petits en arrière qui vont se cacher. C'est là. ça. C'est un classique. Là. On le voit souvent. Moi, le monde, il aime ça rouler avec moi parce que même si je suis pas costaud, dans le domaine des sports d'endurance, le monde est comme lui, man, il est comme 180 livres, il est 6 pieds 2, fait que comme c'est un parachute, puis je me mets derrière. Fait que c'est sûr que dans les descentes puis sur le plat, tu pourrais être avantagé. Mais lorsque ça commence à monter, C'est ça. c'est là que c'est c'est moins avantageux. OK. Comment savoir si on s'entraîne intelligemment ou si on est en train de se casser tranquillement? Tu sais, c'est si jamais tu t'entraînes intelligemment versus tu te casses. OK. La première chose, c'est comme si tu travailles le matin puis il faut que tu aies une pelle qui te sort de chez vous à chaque matin, c'est que tu n'as pas assez récupéré. Fait que tu sais, ça, c'est une affaire, c'est comme si dès que tu te lèves le matin, de te lever de ton lit, c'est comme un entraînement. Ça prouve que tu es fatigué, puis tu as encore de l'inflammation puis tout ça. Ensuite, au-delà de ça, un Metrix, je sais pas si là tu voulais parler du Metrix, du HRV. Oui, tu peux en parler. Mais tu sais, comme une affaire qui est comme un Metrix qui est utilisé beaucoup, de plus en plus populaire, c'est le HRV. Donc, la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, le HRV, c'est pour le Heart Rate Variability. Puis tu sais, ce que ça dit en gros, la variabilité cardiaque, c'est que comme c'est l'écart entre deux battements cardiaques, là, en gros. Là. C'est plus précis que ça, mais ça te donne une idée. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de variabilité entre les battements cardiaques. On ne parle pas d'arythmie cardiaque ici, on parle vraiment d'un cœur qui est capable de varier selon les différentes demandes rapidement. Puis ce qu'on voit habituellement chez les personnes qui sont fatiguées, qui s'entraînent trop, mais c'est qu'on va voir une diminution par rapport à leur référence significative de la variabilité cardiaque. Fait que tu sais, si tu utilises ta montre, tu es comme c'est vraiment ça que je veux utiliser, tu vas voir que justement ta variabilité cardiaque va diminuer drastiquement. Avec ça, habituellement, va venir moins de sommeil paradoxal dans ta nuit. Fait que, si tu as moins de sommeil paradoxal, tu récupères moins. Avec ça, peut venir aussi des fréquences cardiaques de repos beaucoup plus élevées. Fait que ton resting heart rate va être plus élevé. Avec ça, peut venir des fréquences cardiaques beaucoup plus élevées pour une intensité habituelle parce que tes fréquences cardiaques sont plus basses. Fait que, tu sais, quand tu vois que ton cœur ne réagit pas comme d'habitude, là, c'est un indice que ça va pas bien. Puis en plus, si tu n'es pas de bonne humeur à 100% du temps, ça aussi, c'est peut-être un indicateur que comme tu es fatigué. Puis tu sais, je veux pas me faire une grosse section là-dessus, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dans ce qu'ils appellent le REDS. Fait que le phénomène du REDS qui est aussi une affaire que comme ça, c'est le point final de cette question-là de comme tu t'entraînes en malade, puis à un moment donné, c'est juste que tu t'es tellement magané que faut que tu prennes un méchant gros break. T'es en burn-out. C'est ça, t'es en burn-out d'entraînement, c'est ça que c'est. Fait que tu sais, écoute, fais un lien entre objectivement ce que tu es capable de voir sur ta montre, puis objectivement ce que tu es capable de voir sur tes wattages que tu pousses, puis tes metrics quand tu fais ton entraînement. Écoute ton subjectif aussi. La plupart du temps, quand on n'est pas motivé, puis qu'on trouve qu'on est de la merde, puis la vie c'est difficile, c'est probablement le temps de prendre une journée off. T'sais. Je suis d'accord. OK, le mental, est-ce que ça se développe ou c'est quelque chose de naturel? La force du mental. Écoute, c'est une excellente question. Je pense qu'il y en a qui l'ont. Il y a du monde qui sont comme vraiment orgueilleux, vraiment têtus, puis qui poussent comme des malades. Il y en a qui l'ont moins.
Est-ce que ça s'entraîne? Oui. Je suis pas mal certain que ça s'entraîne. C'est quoi l'ampleur de ce qui peut être développé avec le mental? De dire que pour 2 personnes qui font le même niveau, il y en a combien qui peuvent endurer la douleur? Je le sais pas. C'est très difficile de venir puis mesurer ça. Puis je suis sûr que ça a un impact, mais on n'arrive pas à mettre un pourcentage sur à quel point c'est important. Moi, je peux te dire que au niveau du mental, au-delà de comme faut que je travaille mon mental, puis je veux m'assurer d'être capable de passer à travers, même si ça fait mal. Moi, je suis plus du genre à dire, peux-tu t'arranger pour pas que ça fasse mal? Peux-tu t'arranger pour te dire que comme on va gérer l'intensité, on va gérer l'alimentation, on va gérer l'hydratation pour pas que tu te rentres dans cette loop-là de comme aïe aïe, ça va pas bien, parce que la grande majorité du temps, quand tu es dans un événement puis que tu es en train de dire que ta vie c'est de la merde, puis pourquoi je me suis inscrit à ça, tu es en train de bunker littéralement, puis tu es en hypoglycémie, tu es déshydraté, puis au niveau physiologique, ça va pas bien. Fait que, tu sais, au-delà de comme je vais travailler mon mental pour essayer de gérer cette situation-là où est-ce que tout va mal, moi j'éviterais d'y aller. On peut tout comme pas être dans souffrance. C'est ça, on peut-tu pas être là, puis oui, des fois, il faut souffrir dans un entraînement, surtout quand on fait des entraînements à plus haute intensité. Mais après ça, c'est de se dire, quand tu fais des entraînements à plus haute intensité, ben, tu viens d'avoir des adaptations physiologiques aussi qui te permettent excuse-moi, d'avoir moins mal physiologiquement. Tu as des adaptations qui font que comme, tu vas avoir accumulé moins de lactate, tu vas être capable d'être plus efficace dans flusher le lactate que tu as accumulé. Fait que, encore une fois, tu as des adaptations que, selon moi, vont te permettre d'avoir moins de douleur, moins de problèmes au niveau mental à l'entraînement. Fait que, mais ça, c'est moi qui est biaisé parce que je suis physiologiste. C'est moi qui est hyper biaisé là-dessus. C'est comme, je suis tout le temps du genre, ouais, mais on peut tous éviter de se faire mal puis d'avoir comme d'être dans cette pain cave-là tout le temps. Mais je suis quand même convaincu que si tu es capable de le faire plus souvent, mais tu es capable de t'entraîner à faire comme OK, ben je sais que je suis là en ce moment, c'est correct. Puis des fois, quand que justement ça fait mal mentalement, tu arrives à faire un retour sur OK, c'est quand la dernière fois je me suis hydraté, c'est quand la dernière fois je me suis nourri, puis tout ça. Puis c'est comme en étant dans cette situation-là que tu arrives à comprendre où est-ce que tu es rendu. T'sais. Super, j'aime ta réponse. Comment tu coaches une personne perfectionniste? Écoute, je pense que peu importe c'est qui, je pense que je commence à le coacher de la même façon, puis c'est dans l'éducation. Si quelqu'un est très, très, très perfectionniste, puis il me pose beaucoup de questions, puis il faut qu'il mesure tout. Moi, c'est sûr que comme je suis beaucoup dans l'apprentissage, je suis là pour répondre aux questions. Puis j'essaie d'être réaliste aussi avec les personnes qui sont perfectionnistes. C'est comme, si c'est comme, il faut que ça soit de même, puis ils veulent suivre l'entraînement exactement comme qui est là. Puis c'est tout le temps d'essayer de mettre un peu de nuance, mais t'as-tu un exemple comme quelqu'un qui est perfectionniste sur quelque chose en précisément, tu sais? Genre, toi, t'as dit, tu vas faire ta course. Ça va être comme 5 minutes à 150 de battement cardiaque. Ça, tu vas passer à 2 minutes à ça. Puis la personne est comme fâchée un peu qu'elle n'est jamais comme pinpoint sur les chiffres, les ondes, que ça soit le battement cardiaque ou les watts, peu importe. Ouais. Une personne comme exigeante par rapport à ça, comment tu fais pour gérer ça? Moi, c'est tout le temps avec... il y a tout le temps la portion très théorique derrière ça. J'essaie tout le temps de mettre la science derrière pourquoi ça arrive pas, pourquoi, puis tout ça. J'essaie de justifier le plus possible, d'expliquer la nuance derrière le concept. Puis si quelqu'un qui va chercher beaucoup, beaucoup de réponses, c'est tout le temps de revenir là-dessus. De revenir sur comme, la science dit ça, oublie pas que ça. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Je suis très bon aussi pour dire que, à un moment donné, c'est pas non plus la vérité absolue. La science, malheureusement, la science de l'activité physique, c'est pas noir, c'est pas blanc. Il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de nuances. Puis l'autre chose, c'est que comme les personnes perfectionnistes, la plupart du temps, ils pensent qu'on est tous des robots, puis on fonctionne tous de la même façon, puis on a tous, mais malheureusement, on n'est pas des robots. T'sais. Toi, tu vas être très différente de moi au niveau de l'entraînement, puis tu répondras pas comme lui ou comme elle. Fait que c'est de comprendre aussi qu'on est des êtres nuancés, qui répondent pas tous de la même façon, puis ça les énerve la plupart du temps, parce qu'ils disent, là, il n'y a rien de précis, en fait. C'est comme, non, c'est pas ça, là. Mais c'est pas si simple. C'est de leur faire comprendre la complexité de la chose des fois, puis tu peux pas être trop perfectionniste dans cette discipline-là. Quel est le plus gros problème que tu vois chez les athlètes côté nutrition? Ils mangent pas assez. Okay. C'est 100% ça, c'est que ils mangent pas assez, puis ils essaient de
Écoute, je vais faire attention, je ne vais pas trop aller là-dedans trop longtemps, mais comme il y a des jours que tu peux manger moins, il y a des jours que tu peux avoir des habitudes alimentaires X, mais il y a des jours où il faut avoir des habitudes alimentaires Y. Quand tu t'entraînes, mange, prends des glucides, prends des protéines pour récupérer, etc. Des journées que tu t'entraînes pas autant, oui, tu peux te permettre de prendre des blés entiers, des fibres, plus de protéines pour couper le sentiment de... pour activer le sentiment de satiété et tout ça. Fait que tu sais, c'est de se dire que comme les personnes utilisent beaucoup ce qu'ils ont appris au niveau de il faut manger plus de fibres, plus de blé entier. Mais c'est parce que ça, c'est des recommandations qu'on fait aux personnes qui bougent très peu, tu sais. Là, quand on arrive dans un sport d'endurance, c'est comme non. La plupart du temps, le monde, quand il s'entraîne régulièrement, puis sur des temps comme ça, aussi prolongés, ils ne mangent pas assez, puis ils mangent des affaires des fois qui sont trop complexes, qui leur permettent pas de faire leur entraînement comme du monde, tu sais. Puis sûrement, toi, c'est différent du genre de clientèle que j'ai. Il y a aussi peut-être mange pas assez, puis la qualité aussi de... Tu sais, peut-être plus d'affaires gras transformées. Écoute... C'est sûr, honnêtement, je suis sûre à 100% que t'as comme pas tous des gens qui mangent comme super bien. Là. Tu le vois sûrement aussi avec la composition corporelle. Là. Tu sais, on va dire, ça ment pas, là, on va se le dire. Non, ça ment pas. Puis tu sais, c'est intéressant que tu parles de ça parce que comme des fois, ils s'entraînent tellement... Là, on parle d'affaires transformées, puis de gras saturés, puis de gras trans. Là. On est moins là-dedans, mais tu vois qu'habituellement, des athlètes d'endurance qui s'entraînent beaucoup, là, c'est pas là-dedans. Ils vont viser des aliments qui sont moins sains. Ça va être des jujubes, ça va être des bonbons, ça va être du jus, puis tout ça. Mais crème, ils en ont besoin, quand ils s'entraînent. Mais c'est de comprendre qu'il y a une dualité entre prendre ces affaires-là qui ont plein d'agents de conservation, puis on sait pas c'est quoi, au long terme, ça va être quoi l'effet de prendre plein de bonbons, puis tous des gels, puis tout ça. Mais c'est de dire que quand tu t'entraînes, c'est pas pire. Mais après ça, quand tu t'entraînes plus, faut que tu arrêtes. C'est ça. Fait que c'est d'avoir vraiment une bonne variation au niveau de ce qu'on consomme. Puis tu sais, oui, je suis d'accord, comme c'est des personnes qui mangent des gras trans, puis des aliments congelés qui sont super chargés, qui ont la liste d'ingrédients est longue comme le Mercit, tu sais. Ça devrait être recommandé à personne, mais grosso modo, le monde ne mange pas assez quand ils font des sports d'endurance. Super. On finit avec tes 3 meilleurs conseils pour une course réussie. Pour une course réussie, on en a parlé, tu n'essaies rien de nouveau le jour de ta course. Tu es supposé arriver à ta course, tu sais ce que tu vas manger, tu sais à quelle intensité tu vas aller, et tout ça. 2, tu respectes l'intensité. Le plan de match, tu le respectes. Ça, c'est sûr et certain. Dans le sens que, comme au niveau de l'intensité, si tu arrives dans ton demi-Ironman, puis tu es rendu au kilomètre 10, puis tu te dis « j'ai des jambes, je vais pousser », ben j'espère que tu as des jambes au kilomètre 10. Mais pousse pas. Il ne faut pas oublier que ces événements-là d'endurance, tu es supposé être une intensité, puis cette intensité-là, c'est supposé être un 1 sur 10 au début. Puis cette intensité-là va augmenter, cette perception de l'effort va augmenter pour la même intensité. Tu vas être à 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Puis à la fin, oui, tu vas être à 10 sur 10. Si après 1 heure, tu es déjà à 10 sur 10, tu es dans le trouble. Pas mal. Troisième affaire, qui est un peu plus sur le plan psychologique, il faut s'accorder aussi que il y a du monde qui, la veille d'une compétition, on dort pas bien. Ça, c'est sûr. Mais c'est intéressant parce que c'est le conseil, je parlais de ça à mes clients, mes clientes. Puis il y en a qui dorment comme des petits bébés quand même. Là. Moi, c'est pas pour me vanter, mais moi, la veille d'une compétition, comme je vais tomber endormi, puis ça va être correct. Puis ça dépend tout le temps comme à quel point elle met de l'importance. Mais autour de ça, c'était une psychologue, c'était la psychologue de l'équipe cycliste de l'Angleterre qui parlait de ça, de l'eau intérieure. Elle disait, si tu sais que tu dors pas bien, là, ben, va pas dans le lit à 8h PM pour rouler dans le lit jusqu'à minuit, 1h, à dire « fuck, faut que je dorme ». Oui, c'est ça. Tu dormiras pas à 8h. Tu dormiras pas à 8h. Fait que peux-tu avoir des habitudes plus... Tu sais, c'est-à-dire, au lieu de te forcer d'aller dans le lit, puis rouler là, puis de stresser parce que tu tombes pas endormi, puis tu checkes le cadran à chaque 15 minutes, t'es comme « fuck, faudrait vraiment que je dorme ». Et donc une bonne hygiène, de dire « je vais lire un livre ». Je vais faire de quoi de plus relaxant. Puis du moment où est-ce que je vais avoir justement ces signaux de fatigue-là, là, je vais aller me coucher.
Puis oui, ça se peut qu'il soit rendu 10h30, puis caline que c'est pas optimal, parce que demain, il faut que je sois à 7h dans l'eau, puis il faut que j'aille manger mon déjeuner. Tout ça, c'est déjà planifié. Mais il faut s'accorder, faut accepter que comme il y en a qui dorment pas bien la veille, mais de se coucher à 8h alors que tu sais que comme tu tomberas pas endormi, c'est pas une bonne stratégie. Je pense à Sondre, je suis déjà stressée. Ça me remet dans le mood de l'année passée, la veille du tri, comment que j'ai pas bien dormi. Ouais. Mais oui, vraiment, vraiment bon truc. Ouais. Et question surprise. Oh! C'est quoi un bon temps pour la femme et pour l'homme sur un demi-Ironman que tu pourrais dire comme... Ouais, comme ça, c'est un... Pas élite, Ouais. mais un bon temps pour un homme, pour une femme qui commence. Commence. Ce qui commence est important. Un bon temps. On va y aller comme ça. OK. C'est super. Là, vous pouvez vous permettre de me poser des questions après, là, dans les commentaires ou peu importe. Là. Pour moi, qui fait comme « Oh, OK, ouais, ça, c'est un bon temps. » Puis ça va dépendre de où tu le fais. Là, Tremblant. Tremblant, c'est ça. Moi, d'arriver puis comme « OK, ça, c'est un temps costaud. » Pas dire comme c'est élite. Mais un bon temps pour les gars, moi, je dis tout le temps que c'est autour de 5 heures. C'est quand même bon, là. C'est très... Ben, tu me dis un bon temps, tu sais, comme... 5 heures, là, c'est bon. Tu l'as-tu fait en 5 heures? Ben, moi, dans le fond, le meilleur... Non, je l'ai pas fait en 5 heures. Je l'ai fait très... Ben, celle-là, à Montréal, je l'avais fait bien sub 5, mais à un moment donné, j'ai trouvé ça long, là, à Esprit Montréal. Esprit Montréal, oui. Ben, c'est ça, c'est que ça dépend vraiment. Mais Tremblant, as-tu déjà fait en 5 heures? Jamais fait le trace à Tremblant. Le 70. Ah, pour vrai? Jamais. Mais tu sais, parce que j'ai tellement fait le 51-50 que on dirait que je sais pas. Mais tu sais, pour te dire, comme 5 heures, c'est très bon pour les hommes. 5 heures et quart aussi, c'est très, très bon. Pour la femme, on est plus autour de comme 5h30, 5h45. C'est très bon aussi. Là. Mais Tremblant, ça pardonne pas. Non, on s'entend que... Puis comme, faut pas penser que tu peux faire la même chose à Tremblant que tu ferais à Esprit Montréal quand tu fais 21 tours du circuit Gilles Villeneuve. T'sais. Mais si tu as fait Tremblant en 5h45, chez la femme, mettons, j'ai regardé à peu près dans mon âge, c'est dans le top 10 assuré. C'est fou, hein? Parce que ça veut dire que tu as roulé ton demi dans les 5... Parce que 5h30, chez la femme, elle a roulé en 4 quasiment quelque chose, ou 5, là, son... Ouais, mais t'es comme sorti de l'eau en 40 minutes, t'as fait ton vélo en bas de 3 heures. Ah ouais. Fait que ça... ça rentre au poste, là. Puis dans ce temps-là, comme... Whatever, tu sais, je lisais un livre sur le triathlon, puis ça dit tes transitions, plus ton événement est long, moins c'est important. Oui, OK, je suis d'accord sur un 51-50, mais si tu veux être dans le top 10, tout est optimisé. Là. Tu regardes les transitions, si tu as pris comme un 3 minutes de plus, parce que quand tu es rendu après le top 10, on parle de marge peut-être de différence de comme 5, 10, 15 minutes. Mais dans le top 10, les secondes comptent, là, tu sais. Ben, ce qui était fascinant, tu sais, c'est de voir le breakdown de comme à quel point, même s'il y a juste 1 minute puis 2 minutes entre ces 10 femmes-là dans le top 10, à quel point comme c'est pas des minutes qui vont chercher à chaque... Tu sais, il y en a une qui va sortir une grosse nage, mais qui va sortir un petit bike, qui va sortir une grosse course. Il y a beaucoup, beaucoup de variations, beaucoup de variabilité. Puis, tu sais, à Tremblant, l'autre affaire qui ne pardonne pas, c'est la transition entre la nage puis le vélo. C'est loin, là. C'est loin! C'est pas à côté, là. Tu sais, quand je l'ai fait Cap-Québec au Lac-Louise, là, t'es à côté, là. Tu sais, t'arrives, tu rentres là, puis that's it. Comme t'as le temps de t'essouffler. Si tu décides de partir sur une run, nu-pied... C'est ça. Puis après que tu sois avec le tapis rouge, l'année passée, après le tapis rouge, ça piquait, là, ça pinçait, tu sais. Oui, c'est une longue transition. T'as raison, tu sais, comme quand tu viens... Quand tu n'as pas d'objectif de performance puis de viser comme un top 10 ou un top 15, la transition, tu peux... Si ton objectif, c'est de faire le time cap, là, tu peux te faire griller ton lunch direct là puis tout ça, mais comme, t'as raison, tu sais, la transition, oui, quand tu fais un sprint, c'est important. Chaque centième quasiment de seconde est important. Plus la distance est grande, moins c'est important, mais quand tu vas dans des objectifs comme ça, ça pardonne pas. Là, du moment que comme... Je sais pas, si t'arrives pas à mettre ta ceinture, tes souliers comme de raison, comme là t'as pas pogné une crampe, mais comme ça te tente pas, puis t'essaies d'être nonchalant, puis ça prend 4 coups, puis là tu mets tes bas, puis là pour mettre tes bas, finalement tes pieds sont mouillés, t'as oublié ta serviette pour te sécher les pieds, ou t'enlèves ton wetsuit, puis pour une raison X, ton wetsuit il veut pas s'en aller cette fois-là, comme tout ça c'est non négligeable, t'as raison, là. Mais tu sais,
je reviens quand même pas sur ce que j'ai dit. Là. 5h, 5h15 pour un gars, c'est très bon. Je suis d'accord. 5h45 pour une femme, c'est extrêmement bon. C'est ça. C'est quoi qui est bon? C'est subjectif. Moi, je trouve que comme pour une femme en bas de 6h30, c'est bon aussi, mais c'est pas dans les top 10. T'sais. Non, exact. C'est pas dans les top 10. C'est ça. 6h30. Merci d'être venu, Joël. Pour les gens, que ce soit là, les coureurs de trail, de route, triathlètes, ce qu'ils te font ou non? Ce qu'ils te font, tu sais, un peu moins. Je pense qu'on a des des super beaux programmes de ce qu'ils te font dans la région. Tu sais, avec Natural Fitness Lab, avec Skinook pour les plus jeunes, puis tout ça. Eux, c'est ça qu'ils font. Les personnes que moi, j'entraîne habituellement, le ski de fond, c'est très accessoire pour eux. C'est comme, je ne fais pas des entraînements super spécialisés en ski de fond, mais je le mets dans ma planification. Fait que je le prends en compte dans la charge, mais je te dirais que le ski de fond, c'est pas vraiment la discipline dans laquelle Motrix se spécialise. Mais on le prend en considération. Si les gens ils veulent te rejoindre, comment ça fonctionne? Ils vont où? Ben, tu sais, nous, on a motrix.ca, donc sur les internets. Sinon, on est sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram, Motrix Éducation. On est là. Sinon, moi, Joël Blanchard sur Facebook, joël.motrix sur Instagram. Aussi, on a notre club cycliste qui est Motrix Club Cycliste qui est sur Facebook et sur Instagram. Fait que les médias sociaux traditionnels, on n'est pas sur TikTok. Je sais pas. Je pense que c'est une affaire de génération. Je sais pas pourquoi. Moi, TikTok, on dirait que je suis comme non, ça me tente pas. J'ai une kin qui, je pense qu'elle aimerait avoir la possibilité. Mais tu sais, les personnes qui s'entraînent avec nous, ben, on dirait que comme on en parle, puis on est plus sur Facebook qu'Instagram. On est vieux. T'sais. Ah, mais à un moment donné, ça devient une job à temps plein. Moi, nous, on l'a, mais c'est même pas moi qui le gère. C'est ça, OK. Rendu là, comme... Tu sais, oui, là, ça dépend qu'est-ce que tu mets comme contenu. Fait que c'est comme... Mais tu sais, nous, c'est sûr que nous, Motrix, on est beaucoup moins... c'est pas qu'on est moins réseaux sociaux, mais tu sais, notre marketing, notre promotion, c'est très organique, c'est très du bouche à oreille, tu sais. Fait que vous allez nous voir dans le parc, vous allez nous voir avec nos chandails, nos maillots de vélo puis tout ça. Fait que comme venez nous jaser, on est là, puis on est dans les événements de la région la plupart du temps avec notre tente Motrix en noir. Fait que c'est ça. Venez nous voir quand vous êtes dans la région, puis sinon, ben amusez-vous à m'écrire un petit quelque chose dans les médias sociaux, ça me fera plaisir. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. On va se repogner parce que j'ai un projet, là. Je vais pas en dire trop, mais les gens risquent peut-être de te voir. C'est ça, pas de spoiler, là. J'ai hâte d'en entendre parler. On ferme ça, puis je te le dis. Yes.